J'ai repensé à cet outil que j'avais fait en 2009 et sur lequel j'avais déjà fait une vidéo. J'avais expliqué un peu comment il fonctionnait, mais j'avais pas forcément les moyens de faire des vidéos aussi aisément qu'aujourd'hui. J'ai voulu en refaire une. Pas tellement sur l'outil en lui-même, qui est assez buggé et pas forcément très utile en soi, mais sur certains concepts derrière ça qui me paraissaient intéressants et que je vois peu encore aujourd'hui. Je vais charger un sample dedans. Là, on voit la waveform. Là, on voit l'amplitude. Je crois que c'est même pas RMS, c'est juste, on va dire, la valeur absolue de. Ça, en considérant qu'ici c'est 0, là c'est 1, là c'est moins 1, ben là c'est la même chose de 0 à 1, la valeur absolue de ces valeurs-là. Je peux zoomer dessus. Donc, il y a un effet assez connu qui fait que on peut croire souvent quand on dézoome pour voir l'intégralité d'une forme d'onde. Souvent, pour chaque pixel, les valeurs représentées sont les minimums et les maximums de tous les samples qui sont sur ce pixel-là, et donc ça peut donner l'impression que le sample en lui-même est assez chargé, alors que souvent quand on zoome, on peut parfois se rendre compte qu'il y a juste quelques pics et que le reste du sample est assez silencieux. Ça, c'est représenté par l'histogramme qui est là. C'est-à-dire, ici, par exemple, c'est du silence ou du quasi-silence, la courbe est plate, donc ça va faire monter la tranche de l'histogramme qui est ici proche de 0. A l'inverse, les valeurs qui s'approchent de 1 ou de moins 1, qui sont donc du son très fort, elles vont faire monter les valeurs plutôt en haut. Donc souvent, typiquement, un sample, il va avoir une courbe qui ressemble à ça. Là, on a l'impression qu'il y a très peu de... Enfin voilà, tout le sample, il est représenté par cette partie-là, qui est la partie peu forte. À partir de ça, je peux placer un curseur ici. Et la logique, c'est que toutes les valeurs qui sont supérieures à la valeur de ce curseur s'affichent en rouge. Voilà. Là, c'est les parties faibles, elles sont vertes. Les parties fortes sont en rouge. Donc on peut voir les pics. On peut placer le curseur à l'endroit qui nous arrange par rapport aux pics. Voilà, on a l'impression que c'est fort, mais en fait, je vais jouer ce sample. Je crois que c'est une boucle de... Ouais. Voilà, donc à partir de là, la raison pour laquelle j'ai fait cet outil à la base, hein, l'unique raison, c'était juste cette fonction-là, list, qui exporte une liste de tous les endroits où le sample dépasse le seuil qu'on a défini. Moi, ça m'était utile parce qu'à l'époque, je devais monter le volume de plein de fichiers et j'avais besoin de savoir à quel moment ça allait clipper pour retoucher les fichiers à la main, et je voulais un outil qui m'exporte une liste. Bref. Mais j'ai décidé de le continuer à l'époque et puis d'en faire une sorte de compresseur. C'est-à-dire que là, maintenant qu'on voit ça, on peut se dire, bon bah voilà, par exemple, je mets tous les pics en rouge et je veux baisser les pics et garder la partie verte telle qu'elle. Donc il y a ces deux jauges qui sont là, et je peux baisser la jauge rouge qui va avoir pour effet de baisser les pics rouges. Je peux faire l'inverse aussi, hein, je pense comme ça. Alors, de base, il n'y a pas de transition entre les deux états. C'est-à-dire que ça passe vraiment instantanément de l'un à l'autre, avec un temps d'attaque de 0. Je vais le baisser un petit peu plus. Voilà, là on voit que tout ce qui est en rouge, c'est instantanément très fort. Mais on peut rajouter des temps d'attaque et de release. Là, par exemple, ça c'est un temps d'attaque. Le temps d'attaque, dans cet outil-là, contrairement à beaucoup de compresseurs, il intervient avant le pic. C'est-à-dire là, c'est rouge. Donc je vais faire ça plus traditionnellement. Je vais baisser la partie rouge. Si je mets pas de temps d'attaque, là le volume est toujours fort et puis il se baisse d'un seul coup pour la partie rouge. Si je mets un temps d'attaque, il va se baisser progressivement avant que la partie rouge arrive. Et donc parfois on appelle ça look ahead. Mais là c'est comme s'il y avait un temps de ahead qui serait adaptatif. C'est-à-dire plus l'attaque est grande, plus le temps lui-même est grand. C'est
souvent, dans les compresseurs classiques, on a des valeurs fixes, on a plusieurs valeurs, on a le choix entre plusieurs valeurs. Là, ça s'adapte à chaque fois. Puisque j'ai pas la contrainte du temps réel, qui est plutôt un avantage dans cette situation. Là, c'est pareil avec le temps de release. On l'a bien vu, là c'est il y a une espèce de jump énorme de la partie rouge à la partie verte. Et hop, ça l'assouplit. On peut voir visuellement les temps d'attaque et de release. C'est-à-dire, si on veut caler les temps de release sur, par exemple, l'espace entre deux pics, ou la moitié de l'espace, là, on peut au moins visuellement le voir. C'est pas hyper précis, mais vous voyez que c'est à l'échelle du sample. C'est-à-dire, quand je dézoome ou que je zoome, ce rectangle-là, enfin ces deux rectangles-là, ils varient, leur taille varie. Il y a plusieurs algos de compression. Alors ça, c'est celui-là, je crois que c'est celui qui ressemble le plus à une compression traditionnelle. Celui-là, il colore beaucoup le son d'une façon pas courante. Et celui-là, c'est plus une sorte de clipping. Ça écrase directement tout. Il y a quand même la notion de temps d'attaque et de release. Je sais plus exactement comment ça fonctionne. J'ai plus trop en tête le fonctionnement de cet outil, mais ça écrase vraiment tout là. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'on peut voir le résultat directement sur l'intégralité de la forme d'onde. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est assez rare de pouvoir faire ça. Et à mon sens, c'est assez rare parce qu'il y a une idée dans le traitement audio qui considère, une idée en général d'ailleurs, dans plein de choses qui considèrent, qui consiste à dire que si quelque chose est en temps réel, c'est forcément mieux que si c'était pas en temps réel. Et je suis pas d'accord avec ça. Et ça, c'est un exemple. Mais j'ai d'autres exemples de ça. Par exemple, tous les VST, il y a plusieurs types de VST, MIDI, audio, instruments, etc. Mais ils fonctionnent tous en temps réel. Et si on voulait avoir, par exemple, un VST dont le comportement serait... je cite un exemple qui est déjà de base dans beaucoup de logiciels, mais admettons qu'on veuille un VST qui inverse directement... une courbe, comme si on faisait passer la bande à l'envers, quoi, sur 1 minute, mettons. Bah, en fait, théoriquement, on pourrait le faire. On pourrait pas le faire en live, mais c'est un truc qu'on pourrait faire sur beaucoup de logiciels, puisque les logiciels, ils connaissent, ils savent les samples qui ont été drag and droppés à l'intérieur que ce soit un séquenceur ou quoi que ce soit. Enfin, genre, on a un sample sous les yeux. Si on voulait programmer un effet qui s'intègre dans n'importe quelle hôte et qui irait inverser le sample ou qui irait faire un fade-in très progressif, par exemple, sur toute la... En fait, j'ai plein d'idées plus intéressantes que ça, mais c'est des idées de base. Eh ben, on devrait pouvoir le faire, mais le fait qu'il y a cette contrainte du temps réel fait qu'on ne peut pas programmer des outils comme ça. Ou alors, il faudrait tricher et demander de lancer le son 1 minute avant pour qu'il ait le temps d'analyser, d'enregistrer, comme s'il y avait des buffers énormes. Enfin, mais ça n'aurait aucun sens. Bref, ça, c'est un autre avantage dont peut-être je pourrais parler plus tard. Et je me souviens aussi que cet outil, c'est un outil qui m'a demandé beaucoup de réflexion. Même s'il est pas bien optimisé, il y a quelque chose qui m'avait demandé beaucoup de réflexion, c'est le fait de devoir afficher. De devoir déjà afficher tout. C'est-à-dire, si on charge un morceau énorme, ça demande beaucoup de calculs, de d'un seul coup faire une opération de compression sur tous les samples. Et la façon dont je m'y étais pris, c'est qu'il enregistre des objets, plusieurs objets qui représentent à chaque fois un pixel. C'est-à-dire, c'est pas un sample, c'est un pixel. Alors là, admettons, un pixel, ça doit faire, je sais pas, si on zoome sur la courbe, le son il est à 4400, et puis ça va être, je sais pas si je vais dire des valeurs au hasard, mais un pixel, ça va représenter par exemple 100 samples. Alors que là, quand je fais ça, un pixel, ça va en représenter peut-être 1000 ou plus. Et donc j'enregistrais des objets pixels avec non pas l'intégralité des samples dedans, mais uniquement quelques infos. Alors quel est le sample avec la valeur la plus élevée, la plus basse, les valeurs moyennes, je sais plus, plusieurs choses dont j'avais besoin pour pouvoir afficher la courbe de façon correcte sans pour autant avoir besoin de faire un calcul sur chacun des samples qui la composent. Et donc tous les algos qui sont là, ils sont... tous les algos, il n'y en a que 3 là, on a l'impression que c'est continu, mais c'est 3 algos différents. C'est un qui est plutôt par là, qui est plutôt par là. Je me suis resservi de mon slider de flottant pour faire un choix multiple, ce qui n'est pas du tout...
Enfin, j'aurais dû faire ça mieux, mais bref. Et donc, chacun de ces algos, j'ai dû le recoder en 2 versions. Un qui est sample accurate et qui n'est utilisé que lorsqu'on sauvegarde le fichier. Et un autre qui est utilisé uniquement pour la visualisation et qui garantit que la visualisation est bonne. Je sais pas si c'était à peu de choses près ou si c'était précisément bonne, mais je crois que pour au moins 2 de ces algos, c'était précisément bonne. Avec uniquement les quelques infos que j'avais stockées pour chaque pixel. Et ça, c'était plutôt intéressant, puisque du coup, le temps de calcul est le même, quel que soit le zoom. Vous vous doutez bien que lorsque je zoome sur cette partie de la courbe, il ne va pas calculer ce qui est sur les bords, il va calculer uniquement ce qui est là, ce qu'il a besoin de calculer pour que ce soit au moins un peu optimisé. Mais ça ne demande pas de plus de calcul que de faire ça, puisque c'est un calcul par pixel sur l'écran. À la limite, ça demanderait plus de calcul de resizer la fenêtre. Et je peux la resizer, mais je vais pas le faire parce que pour des questions de OBS, tout ça. Ce qui était très dommage avec ce logiciel, c'est que j'utilisais une librairie pour charger et sauvegarder des waves qui étaient vraiment intégrés au workflow. Enfin, il était trop tard pour la retirer. Et ça, c'était une erreur. J'aurais dû. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est aussi compliqué de juste demander une librairie. Donc là, c'était une librairie Java, c'est en Java, qui charge un fichier son, qui le convertit en une chaîne de flottants qu'on peut modifier et qu'on peut ensuite resauvegarder, voire écouter, parce que là, je peux même pas l'écouter. Je suis obligé d'avoir un player externe pour l'écouter. Bref, cette librairie fonctionnait vraiment pas bien et une fois sur 2, elle faisait des fichiers corrompus. Je me souviens qu'il y avait des problèmes très étranges du style lorsqu'il y a du silence sur, et je crois que c'est uniquement sur le canal gauche, lorsqu'il y a du silence de plus de X millisecondes, il le remplace par du noise par exemple, et je suis à peu près certain que ça vient de la librairie et que ça vient pas de mon algo à moi. Bref, ça c'était un petit peu dommage, mais bon, j'ai pas eu trop le temps, ni le courage, ni l'utilité de refaire une version qui marche mieux. Donc j'avais juste fait une vidéo à l'époque pour montrer cet outil et montrer ce que j'aimais bien là-dedans, enfin en espérant que ça inspire certaines personnes, j'en sais rien. J'aimerais bien que ce genre de démarche, on le voit plus souvent. Sur un morceau qui pourrait avoir une structure avec des parties plus fortes que d'autres, etc. Ça peut être intéressant de voir tout le morceau et de se dire, bon, ben là, il faudrait... je sais pas, avec un outil plus complexe, ça pourrait être intéressant. J'ai fait cette vidéo il y a quelques années. À peu près personne l'a vue. Enfin, je pense qu'elle ça n'intéresse pas grand monde de toute façon. Par contre, pour éviter que la vidéo soit silencieuse, j'ai passé genre 10-15 minutes sur live à mettre des samples au hasard qui étaient des samples de circuit bending. Sur un petit boucle de boîte à rythme avec un effet random qui allait chercher un sample. Enfin, je sais plus trop comment j'ai fait ça, mais en quelques minutes, j'ai pu avoir une piste c'est cette piste-là. Alors curieusement, voilà, autant la vidéo tout le monde s'en fiche, mais cette musique-là, bizarrement, elle a l'air d'avoir plu à beaucoup de monde et je l'ai retrouvée dans des mix, enfin il y a plein de gens qui m'en ont parlé après, qui l'ont réutilisé dans des trucs. Ce qui n'était pas du tout la raison pour laquelle j'avais fait cette vidéo et c'était pas du tout ce que je voulais montrer, mais bon, c'est toujours comme ça. Donc voilà, faute d'avoir fait un outil inspirant pour des gens, j'ai fait cette musique. C'est pas du tout le but. Il y a encore marqué vidéo présentation dessus.